Bonjour, nous sommes ici sur le projet de loi 11 au Québec et notre réponse avec le ministre Duclos. Le ministre Duclos va répondre bientôt. Premièrement, je vous répète que c'est un enjeu tellement délicat et difficile pour le pays. Et vraiment, dans la première instance, on dit que on a vraiment besoin d'une conversation nationale. Et on va lancer une conversation nationale partout au pays avec un report pour mars prochain, dans 2025. Aussi, ça va continuer que le cas que la demande anticipée est criminelle et ce n'est pas légal dans le code criminel. L'administration de ça, c'est une compétence provinciale et territoriale. Mais le gouvernement du Canada ne pas poursuivre le gouvernement de Québec sur le projet de loi 11. Et on va continuer notre travail avec toutes les provinces et territoires, avec mon homologue provinciaux et territoriaux, mais aussi avec tous les médecins, les infirmières et toutes les autres qui sont dans notre système. Et c'est important pour les médecins et aussi pour les infirmières. Il y a une code à l'intérieur là de régler leur profession. So let me speak as well about my personal, and I've spoken about this. I lost my grandmother to Alzheimer's. I was a kid when she was first diagnosed. I was about 11 or 12. And it followed a very long journey for about 15 years. And this is an issue that is incredibly sensitive, that I don't think there's very many lives that haven't been touched by it. And I can tell you as a family that the early stages of Alzheimer's were still a period of real joy for me as a kid because I still got to spend time with my grandmother. And as that disease progressed, she became in a bedridden state where she no longer recognized myself, my grandfather, or any of our other family members, where she no longer be able to feed herself or be able to converse, and that was deeply painful for our family. And so I think we need time for a conversation about those kinds of issues and how we want to deal with them as a country. And I would really say that there's also a question of the system readiness piece that needs to be taken so that we can look at what's the state of readiness of our system to deal with a change of this nature. And in that regard, I'd also reflect on where we are with medical assistance in dying overall. I would point out that 96.5% of all use of MAiD is in an instance of where it's a terminal diagnosis. So the vast, vast, vast majority of cases are like my uncle not so long ago who had a terminal diagnosis of cancer and made a decision when the pain and suffering became too much and when his end was immediately foreseeable, and that is this in those cases, to avail himself of that process. In the remaining 3.5% of cases that are what we call track 2, those cases, it's very important to state, these are people with profoundly serious ailments that are irreversible, with a state of deterioration that is irreversible. So in this country, we've taken very slow, prudent steps when dealing with an issue as sensitive to this. I'm looking forward with the conversation that we must have, and would at this point in time turn it over to my colleague, Jean-Yves. Merci, Marc. J'ai très peu à ajouter. Le ministre Holland a bien indiqué clairement que le gouvernement canadien et le Parlement canadien ont besoin de plus de temps pour revoir le code criminel. Il y a des choses qui ont déjà été faites au cours des dernières années. Il y a une annonce aujourd'hui sur le lancement d'une consultation qui va être faite à une vitesse relativement rapide au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour voir la suite. Marc a bien indiqué que c'est un sujet extrêmement personnel qui touche beaucoup de gens. On va continuer à faire preuve de prudence, mais on va aussi continuer à reconnaître que les gens peuvent et veulent vivre et mourir dans la dignité selon leur propre choix. Il y a encore du travail à faire. On va le faire de manière collaborative avec le gouvernement du Québec. Le fait qu'il procède, bien, dans un sens, c'est une bonne chose.
parce que ça va permettre au gouvernement canadien, à ses élus, à tous les Canadiens d'apprendre des choses qu'on n'aurait peut-être pas apprises autrement. Mais l'inverse est vrai aussi. Les discussions qu'on va avoir au Canada, au gouvernement canadien, avec la consultation qu'on va avoir, avec les travaux parlementaires qui vont continuer sur cette question, mais ça va permettre aussi au gouvernement du Québec de faire évoluer sa réflexion et ses travaux et ses actions en matière d'aide médicale à mourir. Monsieur Holland, I have a question for you. Can you just clarify, and I'll ask in English because I think we need extra clarity. In 2 days, Quebec doctors are wondering, can they do this, or will they be subject to criminal prosecution? If you can just answer in English and maybe after in French, just for extra clarity. Sure. To be clear, as I said in French, it will continue. The criminal code has not changed. It is still illegal in this country under the criminal code to enact advance requests. Now, I would say that is administered by the provinces, so it is the responsibility of provinces to pursue violations of the criminal code. And I would say that it's very important here that both doctors and nurses subscribe to an internal code of conduct that is going to be reflective of the criminal code. Doctors fear prosecution then? I mean, you Well, say I it's think- illegal, so if I Look, really reassured I by think what you just said. what we're saying very clearly is that this is an incredibly difficult issue, that we need to take the time to have a national conversation that includes with our provincial and territorial colleagues, that where these lines are drawn and whether or not the system is ready is a very important step, that this continues to be illegal in this country. So that, if you act on an advance request, the criminal code is very clear that is not legal. Now, with respect to, a doctor or a nurse, I don't think that could be more clear. But I can't, as you can understand, I'm not, I can't direct a province how it's going to administer its judicial system. That is something that's not in our control. And I would say that it's extremely important to say that we have a spirit of cooperation here, that the issue that Quebec raises is a legitimate and fair issue. I have been all over the country, and I talk to all kinds of people, just as I shared the story about my own grandmother, who are in a circumstance where they want to be able to make a decision if they wind up in a state that is like a diagnosis of something like Alzheimer's, where they want to be able to make that decision. But let me be clear as well. I've had very deep and important conversations with folks who are advocating for persons with disabilities, who say, you really have to make sure our communities are engaged in this, and that those conversations take place. And that's all that. It's just the doctor. You're saying it's illegal. I can't direct a province. So Quebec's saying we will tell our prosecutor not to prosecute. So should doctors feel safe by that, or should they fear that Ottawa could intervene and say, no, criminal code, illegal, let's prosecute? Well, I think we haven't changed the criminal code. It continues to be illegal. En ne poursuivant pas Québec dans sa démarche et en ne contestant pas devant les tribunaux son projet de loi, oui, est-ce que vous ne venez pas là, admettre que Québec est prêt à aller de l'avant avec ce soin-là de fin de vie? C'est clair que ce n'est pas légal, les demandes anticipées. Et c'est pour nous, c'est important d'avoir une conversation. Et pourquoi ne pas poursuivre Québec alors, si vous dites ce n'est parce pas que légal? Alors, la situation est claire. On ne cherche pas pour un temps à court, avec beaucoup de coûts, avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de complications. Il y a vraiment un esprit de coopération là. Et j'ai beaucoup de sympathie pour les positions de Québec et pour l'enjeu généralement. Alors pour moi, d'avoir une bataille sur ça, c'est pas logique. Pour moi, c'est logique d'avoir rapidement, c'est pas avec longtemps, mais rapidement une conversation dans certaines choses. Premièrement, une conversation nationale avec l'implication pour quelque chose aussi sensitif que ça. Deuxièmement, de s'assurer que notre système est prêt et de s'assurer que j'avais le temps de parler avec mon homologue provincial et territorial. Et pour moi, ça, c'est une position raisonnable.
Et je ne cherche pas pour les chicanes ou pour les batailles ou pour les coups ou pour les temps dans le cours. Je cherche pour les solutions avec un esprit de coopération et ça, c'est la raison pour laquelle ça, c'est notre position. Monsieur, on parle de ça depuis belle lurette, là. Et là, est-ce que vous ne craignez pas que votre incapacité à prendre des décisions dans des délais raisonnables fasse en sorte que vous allez tout simplement manquer l'échéance électorale et qu'il n'y aura rien qui va se passer? Mais soyons très clairs, le ministre Holland l'a déjà dit très clairement sur les enjeux légaux. Deux choses. La première, c'est que le gouvernement du Québec a déjà indiqué clairement qu'il ne poursuivrait pas en cours les intervenants qui procéderaient à de l'aide médicale à mourir en condition, dans une circonstance de demande anticipée. C'était très clair et le gouvernement du Québec est responsable de l'administration de la justice. La deuxième chose qu'on l'a dit aujourd'hui, c'est que le gouvernement canadien ne va pas poursuivre non plus le gouvernement du Québec sur la légalité ou la non-légalité de ce qui va se faire au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ce qui est encore plus important, c'est que ce qui va se passer au Québec et ailleurs au Canada dans les prochaines semaines et les prochains mois va nous aider à mieux comprendre comment on peut répondre aux souhaits et aux soucis légitimes de beaucoup de Canadiens, y compris des Québécois, de pouvoir accéder, s'ils le souhaitent, un jour à une demande, à une aide médicale à mourir ayant au préalable fait une demande anticipée. Vous n'avez pas peur de manquer d'échéance électorale? C'est un dossier qui va continuer à évoluer. On a vu ce qui s'est passé dans les dernières années. Ça ne va pas disparaître du radar des gouvernements et certainement pas du radar des citoyens, québécois ou autres au Canada. C'est quelque chose qui va continuer à évoluer. Il y a beaucoup d'autres enjeux autour de l'aide médicale à mourir que les gens ont soulevé au cours des derniers mois et des dernières années qu'on va devoir approfondir. Ce n'est pas quelque chose qui va se terminer aujourd'hui ou même dans les prochains mois et les prochaines années. De savoir de plus, parce qu'en 2016, votre gouvernement, et j'ai le communiqué devant moi, a lancé des grandes consultations, des comités d'experts. Ils se sont penchés 2 ans sur les mineurs matures, les demandes anticipées, la santé mentale. Vous avez des rapports épais comme ça que pas beaucoup de monde ont lu d'ailleurs parce qu'ils étaient trop gros. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus? Les demandes anticipées, ces rapports-là disent tous que vous devriez aller de l'avant. Par ailleurs, ça, on l'a lu. Vous venez d'énoncer, c'est très bien, là, une liste d'aspects de l'aide médicale à mourir qui ne sont pas réglés, qui vont continuer à évoluer. Mais la population aussi continue à évoluer. Cette discussion qu'on a aujourd'hui en 2024, on l'aurait eu très différemment il y a à peine quelques années, en 2016. On n'aurait pas pu avoir ce genre de discussion, ni au Québec, ni ailleurs au Canada. Minister, the deadline for the block is coming tomorrow. Right now, the supply management bill is still in the Senate, and your government has said that you don't support the OAS part of that deadline. So what happens next? Well, that's for the bloc to answer. We have always been saying that we are obviously not only willing, but in need of collaboration with opposition parties. We are in a minority government, so we've been having discussions for the last 3 years, in fact, with all opposition parties, and we'll need to have that if we can continue to work for Quebecers and other Canadians. Now, the bloc has put that deadline, and that's for them to answer whether that particular deadline is so important to Quebecers and to Canadians. We are telling everyone now that we're going to work for Quebecers and other Canadians until there is another election coming, but we are in no rush to have this other election because we know there is a lot more to do for Canadians in the next few weeks and months. Mr. Holland, can you speak to the NDP motion on abortion? They want the federal government to use its powers in the Canada Health Act to ensure that access is there and to penalize provinces and territories that have insufficient access. Well, we do, and we have. The Canada Health Transfer is a very important mechanism. We've withheld funding from provinces where they've restricted access to women's reproductive services or to abortion. I would say that we had major problems with the Higgs government on issues around access to abortion. I'm very hopeful now with the Holt government in New Brunswick that we're going to see an amelioration of that. We're going to be having a meeting of federal and provincial health ministers where we're going to be able to discuss a range of issues, and access to reproductive services, access to abortion is always a point of conversation. Of course, the preference for all Canadians is that we would get there through collaboration and working together, but the use of the Canadian Health Transfer continues to be a tool that we have used and could use and continue to hold power over. Monsieur Duclos, concernant
le train grande vitesse, est-ce que ça va finir par aboutir, ce projet-là? Vous êtes de Québec, vous êtes comme moi, vous en avez entendu parler depuis quelques décennies. Comment vous qualifiez l'étape franchie aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, il n'y a pas d'étape de franchie. Il n'y a pas d'annonce non plus. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu des travaux au cours des dernières semaines et des derniers mois et des dernières années, évidemment, comme vous l'avez très bien dit, sur ce projet qui pourrait révolutionner le transport entre Québec et Toronto. Puis quand il y aura davantage à dire, bien, on sera heureux de le faire. Vous attendez à quoi demain de l'ultimatum du Bloc? Qu'est-ce que vous attendez à ce qu'il le demande à présent? Bien, on verra. C'est une question à poser au Bloc québécois. Nous, on n'a jamais mis en place des ultimatums artificiels pour dire qu'à partir de ce moment-là, on arrêterait de travailler pour les Québécois. On a toujours dit qu'on allait être heureux de travailler pour les Québécois, évidemment en collaborant avec les autres partis d'opposition, parce qu'on a besoin, dans un gouvernement minoritaire, de la collaboration des autres partis d'opposition. Et on espère et on souhaite évidemment que tous les partis d'opposition, incluant le Bloc, continuent à être disponibles pour travailler avec nous. Monsieur Holland, juste sur la consultation, qui exactement, excusez-moi, c'est peut-être dans le communiqué de presse, qui allez-vous consulter? Est-ce que ce sont les citoyens qui vont répondre à un site web? Est-ce que ce sont des spécialistes? Est-ce que ce sont les provinces? Pouvez-vous Oui, c'est une bonne question. Il va y avoir d'occasions partout au pays pour le public généralement, mais aussi j'ai besoin le temps avec mon homologue provincial et territorial et aussi avec des experts, des personnes qui sont les professionnels dans les professions généralement. Alors c'est une consultation aussi ouverte que ça. Et vous voulez savoir quoi? Ouais, si on est prêt ou si on oui, veut, ça c'est premièrement, oui, l'état du système. Est-ce que le système est prêt? Oui, ça c'est absolument essentiel. Et deuxièmement, où est la ligne? C'est dans l'exemple avec ma grand-mère, c'est vraiment difficile. Quand quelqu'un arrive dans un certain état, il y a un diagnostic que quelqu'un avait les Alzheimer's, par exemple, en avance, c'est tellement simple. Quand le jour arrive et la personne doit reconfirmer ça, qu'est-ce que c'est la façon après ça? Peut-être reconfirmer ça et la responsabilité avec la famille, comme j'ai déjà expliqué avec ma grand-mère. C'était le cas au début de la maladie, que oui, probablement, c'est le choix pour ma grand-mère. Peut-être c'est plus facile pour moi d'expliquer comme ça. C'est au début, ma grand-mère probablement a fait un choix pour l'aide médicale à mourir, mais pour ma famille, c'est une situation vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de temps avec ma grand-mère qui était tellement bon pour ma famille. This is the kind of thing I think families need to be able to discuss, and maybe I'll talk about it just in a really personal way. When my grandmother was diagnosed, there's absolutely no way that she wanted to have what happened next happen to her. She began a state of rapid deterioration, but there were a couple of years there that were very joyful for my family. And I don't know whether or not she could have had that conversation about what she wanted. I tell you, as a kid, and I was only 11 or 12 years old, she would keep asking me, do you want toast? You know, can I get you some more orange juice? And we would laugh about it, but there was so much love there, and I had so much joy in that space. And I think having a conversation about where that line is exactly drawn and how do we deal with that as families, like, this is deeply, deeply complicated stuff. That the family should have something to say I'm saying what I'm saying is that we need to have a conversation. And I'm sure you would agree with the complexity of these issues, that taking a moment to have a conversation and be really honest with the complexity of these issues has value, has merit. And it's, you know, and you're right, there's been a lot of conversations up to this point, but those have been hypothetical conversations. What Quebec is proceeding with is in no way hypothetical. It is very real. And something that is real is different than something that is hypothetical. And right now, I think people deserve the opportunity to really reflect deeply in their personal circumstances, in their own lives, with their own families. We want to provoke that conversation. We want to hear from Canadians, and we want them to think about what this would really mean and how it would really operate. And we want the opportunity to talk with health professionals to really understand the state of readiness of the system and how these things would live in a non-hypothetical, real way within our system. Minister Holland, what do you mean by system readiness? I've been speaking to MAiD practitioners in Quebec. They disagree
amongst themselves about whether an Alzheimer's patient would be track 1 or track 2? What do you mean by system readiness, and how are you going to address their concerns? Yeah, well, it's a great question, and as we've seen in other elements, you're never going to get to consensus. Like, you're never going to get to universal consensus, and I agree with that, and I think we have to acknowledge that. But we need to get to a point where the preponderance of opinion within the system is that the system is ready and prepared for a change. And that is not a conversation that has been put, with all due respect, to professionals across this country, to have a really in-depth conversation about what that looks like. We're never going to get 100%. And I'm not saying that there's a magical percent, but what I would say is there needs to be like a consensus of reasonable opinion, and that is the people who are experts in this area stating that there is readiness in the system for this kind of change. Thank you so much. Merci.